Avant de parler de votre passion et de votre talent pour la peinture, j'aimerais que vous nous fassiez un rapide résumé de vos épisodes précédents. Vous avez fait des études de médecine et vous avez été pharmacien à Vannes, je crois. Pharmacie, ouais. Je suis angevin. D'accord. Donc j'ai fait des études à Angers, de pharmacie, et puis j'ai commencé à peindre à l'âge de 12 ans, au bord de la Loire et autres. Et donc c'est toujours resté dans un coin de ma tête l'envie de devenir peintre. J'avais envie de me rassurer sur les questions de gagner sa vie, quoi, voilà. Et donc j'ai pas osé le faire, j'ai fait des études de pharmacie. Je me suis installé, je suis venu créer une pharmacie à côté de Vannes, à Saint-Avé, où j'ai exercé 16 ans. Et là, évidemment, quand tout ça s'était bien maîtrisé économiquement et socialement, je me suis remis à peindre de plus en plus, quoi. Et il y a eu une période entre 80 et 88 où j'avais des nuits blanches à peindre et la pharmacie à faire tourner le lendemain matin. Ouais. C'était quand même un peu compliqué. Beaucoup de choses à gérer. Et je me suis dit qu'il fallait choisir. J'avais compris que je ne pourrais pas être peintre si je ne faisais pas que ça, quoi. Bien sûr, oui. Alors, en lisant un peu votre biographie, les informations sur votre itinéraire, j'ai vu qu'en 84, il y a eu un déclic quand vous êtes allé en Italie, Voilà. découvrir les fresques des primitifs italiens. Qu'est-ce que ces découvertes ont apporté à votre peinture? Moi, les primitifs italiens, je les ai rencontrés à travers un peintre français qui s'appelle Balthus, Ouais. qui a beaucoup regardé les fresques de Piero della Francesca. Ce qu'il cherchait là, et moi ce qui me plaisait là, c'est la géométrie des formes. En fait, il y a une forme géométrique, il y a le sens de la lumière, et donc une grosse partie de son œuvre est de fresques. Elle est dans l'église San Francesco à Arezzo. Donc j'ai un moment où j'avais ce désir de voir ça physiquement, quoi. On a très peu d'œuvres dans les musées. Il y en a une à Paris quand même, au Louvre. Ouais. Et là, c'est vrai, là je me suis dit, j'aurais du temps, je pourrais peut-être devenir peintre professionnel. D'accord, ça a déclenché l'envie d'en vivre, quoi. Voilà, c'est mon peintre c'est mon premier peintre. Après, il y aura Poussin. Alors, j'allais vous en parler, vous avez été nourri aux œuvres de Poussin. Ouais. J'ai lu aussi Delatour, Balthus et Hopper. Voilà. En fait, je pense que j'aimais tout ça. Quand on aime quelque chose, même si on ne sait pas pourquoi on l'aime, bah, j'aime tout ça, mais je suis pas ça. Donc, je suis pas ça parce que je suis sûrement quelque chose. Il faut que je cherche à être quelque chose de personnel. Et donc, j'ai l'amour de la peinture classique. Ouais. Donc, évidemment, je suis pas vraiment dans la note du marché tel qu'il s'est développé. Bon, ma chance, c'est que malgré que je sois pas dans la note, j'ai réussi à en vivre. Oui, bien sûr. Et alors, peut-être avant d'être peintre, vous avez fait beaucoup de photographies dans les rues de Vannes. J'aime beaucoup. Voilà, vous avez vu ça. Alors, en fait, oui, parce que la période 84-88, j'ai pas le temps de peindre. J'ai pas le temps de peindre. Je me dis, je fais une toile, une toile 130-97. Je mets 6 mois à la faire. Voilà. Et puis en plus, je me rends compte que c'est pas facile. Je reviens, je retravaille. Donc, je me dis, à un moment, je me dis, je peux pas, j'aurai pas le temps. Là, je me dis, j'aurai pas le temps. Il faudra se décider. Soit je serai peintre, soit je serai pharmacien. Et donc, j'accumule. Je prends mon appareil de photo pour faire l'inventaire de ce qu'est mon monde. Et je me balade dans les rues de Vannes ou le matin dans la campagne au nord de Saint-Avé. Et je vais faire des photos d'après lesquelles je vais travailler pour faire des dessins d'études et qui après, dans la période où j'ai vendu la pharmacie en 88, entre 88 et 90, en 2 ans, je peins tout ce que j'ai dessiné. D'accord. 40 toiles. Et là, il y a un marchand parisien qui arrive et puis qui m'expose 4 mois après. Donc entre 84 et 88, vous dites que c'est là que votre imaginaire s'est construit. Oui, c'est là que je construis mon imaginaire. Je travaille des fois encore sur des photos de cette période. Ah oui. Parce que c'est quelque chose qu'on explore. En fait, on ne sait pas voir. Il faut du temps pour voir, pour comprendre les choses. Qu'est-ce qu'on cherche dans une photo? C'est pas la reproduction d'une image pure. Il y a une quête à l'intérieur. Il y a un décryptage de l'image. On doit penser d'Antonioni. Donc la métamorphose du pharmacien en peintre, je trouvais que c'était un peu la métamorphose comme une chenille qui devient papillon quelque part. Voilà, oui. Alors après, je décide de vendre, mais l'idée de départ, c'est d'aller sur ce que je veux faire. Pas de compromis. Oui, tout à fait. Oui. Et après d'aller à Paris, de montrer ça et puis de voir finalement ça a marché puisque j'ai exposé très vite. Justement, c'est dès 90, vous avez exposé à la galerie Visconti. Voilà.
avec un marchand qui avait 68 ans, Ah oui. qui avait une grosse expérience dans ses choix, abstraction, figuration. D'accord. Alors je me suis retrouvé bizarrement dans un lieu où quand j'y allais 2 ans avant comme pharmacien, je me disais quand on est là, on est un grand peintre. Et puis quand je m'y suis retrouvé, j'ai pas trouvé que c'était ça. Ah J'ai oui. trouvé que c'était difficile, quoi. C'est jamais acquis cette histoire de. Voilà. C'est là, dans cette galerie Visconti, que vous avez rencontré Marc Hérissé, qui était le critique de la Gazette de Ouais, l'Hôtel vous Roux. l'avez connu, non? Non, j'ai lu dans votre Ah oui, information. alors j'ai fait des rencontres comme ça m'a aidé. Ouais. Les grandes rencontres, ça aide. Parce que au fond, personne ne sait ce que ça vaut. Même la notoriété ne dit rien. Ouais, c'est vrai. Elle dit pour le moment, mais après c'est C'est compliqué. éphémère. Ouais. Et c'est vrai que Marc Hérissé, il était critique, il adorait mon truc. J'ai exposé 4 fois par an. Dans les premières années, j'ai exposé beaucoup parce que j'étais pas sûr que ça allait durer. Bien sûr. Donc, tu n'auras peut-être pas une deuxième chance. Donc j'ai beaucoup travaillé au départ, j'ai beaucoup produit aussi, puis j'ai exposé beaucoup. Et c'est vrai que j'ai rencontré des gens. Et Hérissé, c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait une très forte image. Il avait été 17 ans conseiller culturel à l'Élysée. 4 expos par an, 4 articles dans la Gazette. Je les ai tous conservés. Et en plus, il me disait des choses que moi, je ne voyais pas dans mon travail. Une très belle rencontre en 94 de Pierre Rosenberg. Oui, parce que je fais une série, je me rencontre Pierre Rosenberg, il vient d'être nommé conservateur, directeur du Louvre. Du musée du Louvre. Il écrit sur Poussin, les 4 saisons de Poussin. Je regarde ce qu'est les 4 saisons de Poussin et c'est l'œuvre peut-être qui m'a le plus marqué dans ma vie. Parce que les 4 saisons de Poussin, c'est les quatre saisons, les 4 âges de la vie et les 4 heures du jour, vues à travers les textes, sans doute l'Ancien Testament, les Grecs anciens. D'ailleurs, Poussin, il lit Montaigne, il lit les stoïciens. Alors en 97, vous avez fait une conférence au département d'art Graduate Claremont en Californie. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré en 95 une universitaire qui était française, qui était professeure là-bas. Et qui vient dans mon atelier, qui fait un colloque franco-américain ici dans la région, dans un château qui appartenait à un Américain vers l'Arche Bernard, sur l'écriture. Et l'écriture, la peinture et l'écriture. Et moi, je participe, et là-dedans, il y a une intellectuelle qui est professeure de psychologie, quelqu'un qui écrit des poèmes aussi. D'accord. Un jour, elle m'écrit, elle me dit, Bernard, je pense qu'on a une correspondance de vision sur le sens des choses, et j'ai fait des poèmes en anglais sur votre travail. Et donc, ils ont été traduits en français, ils sont dans mon livre. Et elle me dit des choses, je me souviens, sur l'automne, j'avais fait un couple qui marchait au bord de la mer à Carnac. Dans la traduction, il y avait quelque chose où on dit ensemble, seuls, nous marchons dans la ronde des jours. Alors je me souviens au petit déjeuner chez elle, avant de faire la conférence, elle me disait, je lui dis, tu veux dire ensemble, seul, mais ensemble et seul. Mais on est les deux. On est, dans la vie, on est ensemble, c'est obligé, mais il faut être seul pour exister. Bien sûr. Alors, vous avez beaucoup peint sur la nature, on voit en face cette œuvre. Mais quels sont les thèmes qui vous inspirent aujourd'hui Au début, j'ai fait beaucoup de personnages, peut-être parce que j'étais très marqué par Balthus, puis je voulais retrouver la quête, la géométrie des peintures de Piero de la Francesca, donc j'ai fait des scènes de gare, les quais de gare à Vannes, où on voit des personnages un peu hiératiques. L'aventure de la vie, c'est une aventure solitaire. On peut se faire aider dans une souffrance ou dans une joie, mais on est seul. En revanche, évidemment, il y a la solidarité aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Quels sont les artistes, les grands artistes qui vous ont le plus inspiré? On parlait de Hopper tout à l'heure. Hopper, oui. Alors, ce que j'aime chez Hopper, c'est l'idée du matériau contemporain. Oui. Mais sur Hopper, je suis moins pessimiste que lui. Vous parliez aussi de Van Gogh, notamment. Alors, Van Gogh, c'est toujours des hasards, des hasards sur lesquels je m'interroge. Je crois que je suis vraiment plutôt... ma qualité, si je peux en donner une, c'est l'interrogation. Mais
Van Gogh, bah, je vais à Saint-Rémy, j'achète les lettres de Vincent Athéo, les facsimilés en plus. C'est tellement émouvant. Puis là, je découvre que Van Gogh, c'est un intellectuel. Il lit 4 langues couramment et il achète des livres. Tolstoï, dans les traductions, il lit Voltaire, il lit Victor Hugo, etc. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est à un moment où moi-même, je me tourne beaucoup vers la forme littéraire, que ça soit Nietzsche. Nietzsche, c'est venu par la musique, hein. C'est venu par le Zarathustra de Strauss. Ou Mallarmé, c'est venu par Debussy, le prélude à l'après-midi d'un faune. Et c'est souvent la musique qui m'amène, parce que les musiciens utilisent beaucoup les œuvres poétiques. Ça inspire, quoi. Sur d'inspiration, voilà. bien sûr. Et moi aussi. C'est-à-dire que donner à l'image quelque chose que... en fait, l'image n'a pas de sens en soi. Personne ne voit la même image. Vous aimez associer, comme vous le dites, musique et peinture, en travaillant avec des musiciens. Vous avez commencé en 2010, je crois, à l'Hôtel de Limours, avec le violoniste Bruno Coxet. En fait, je voulais associer... je pensais au cinéma. Et je me disais... on pourrait faire ce qu'a fait le cinéma. Au départ, le cinéma, c'est les frères Lumière qui font quelques images. Après, on met un pianiste dans la salle, devant les images. Et après, on peut mettre des textes et tout. Bien le sûr. Cinéma est inventé. Alors pour moi, le cinéma, c'est vraiment une création. Là. Il faut voir comment il remplit l'imaginaire. Il est aussi puissant que le roman à l'heure actuelle par rapport au 19e siècle. Ils avaient que le roman, hein. Ils avaient que Balzac, Flaubert, ils avaient des grands. Mais le cinéma, il faut voir quelle place ça a pris dans notre vie. Et il y a quand même des formidables... Il y a eu des créations extraordinaires. Amarcord de Fellini, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, et je me suis dit, en fait, je crois que ce qui m'a le plus grand plaisir que j'ai eu dans la vie, c'est de faire ce que je voulais. Et donc, je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose avec un musicien. Et puis quand Coxet vient à un concert, je lui montre les peintures et il a déjà un répertoire important enregistré. Et donc on a fait un travail entre lui et moi. À l'Hôtel de Limours, les gens pouvaient voir devant 4 grandes peintures de 7,30 m, écouter la musique avec des écouteurs que Bruno avait choisi. Et après, on avait un concert où avec mon fils, on avait fait une vidéo. Par exemple, pour le dernier, ce que j'ai appelé Nuit Chaos, qui était un peu le chant du jour. Eh bien, où là, on a presque l'impression d'un tombeau, c'est-à-dire on démarre de l'aube, de l'horizon de l'aube qui est un infini, et on arrive à une toile qui est aussi un infini. On va de l'infini à l'infini, on est dans ce temps qui nous est donné, et c'était la dernière note de sarabande de Bach. D'accord, ok. Que Bruno jouait seul au violoncelle. D'accord. Bernard est peintre, je suis musicien, on se rencontre un peu par hasard, je vois sa peinture après qu'il ait entendu ma musique. Et lui me parle de ce que je viens de faire au concert et moi je lui dis que je suis touché par sa peinture. Moi, par exemple, quand j'essaie de mettre un petit peu de l'espace dans le tableau, c'est le silence du musicien. Il peut y avoir de l'intensité à un moment au niveau de la touche, qui est aussi un moment musical.
Et en 2011, alors c'était à Nantes, au Folle Journée de Nantes, il y a le concert Ainsi par les Zarathustra, qui est de Richard Strauss, qui vous a inspiré toute une série de peintures. Ouais, alors voilà, alors je prends le papier de René Martin, là, le programme, et puis la musique me plaît, et puis en même temps je vois le sens, quoi. Après je me dis, mon fond, je vais faire un projet où c'est moi je pars de la musique. Alors que c'était l'inverse avec Bruno Cockstein. Ouais. Ah, oui. Lui, il avait choisi ses peintures ses musiques d'après mes peintures. D'accord. Donc là, je fais l'inverse, je trouve, et à ce moment-là, je suis plutôt dans une tendance picturale à dépouiller. Mais on voit bien que moi, je me sens libre. Et je me souviens avoir appelé Pierre Rosenberg, et puis il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, je vais faire de la figuration, je vais revenir à une forme figurée, parce que je veux faire quelque chose d'après les Zarathustra de Richard Strauss. Et puis lui, il est très musique, il écoute la musique en travers. Et il me dit, ah bon? Alors pour faire ça, je fais des collages. D'accord. Je fais des montages, des collages, et puis après, on utilise beaucoup la photographie, puis après, je peins, je les dessine et je les peins. Ah oui. Et ça, j'ai montré ça à Venise où j'étais allé pour travailler à Venise. Et quand je suis arrivé, j'avais pris un atelier pour travailler. Pierre Rosenberg va beaucoup à Venise. Alors il m'invite à déjeuner, puis il me dit non, prenez pas, prenez le temps de comprendre ce qu'est Venise. Alors je lui dis bon, ok, c'est un peu mon menteur. Et puis je voulais aller au concert et je vois dans un palais des concerts toutes les semaines ouverts au monde, alors italo-allemand. Et donc je téléphone à la femme et puis je lui dis je suis peintre, je m'intéresse beaucoup à la musique, et puis elle me dit si vous pourrez venir. On allait au concert tous les samedis, puis elle me dit qu'est-ce que vous faites, et je lui montre le truc. Alors son père avait été ténor en Allemagne et tout, elle était en ballet, donc on a monté ça à Venise pendant la Biennale. D'accord. En neuf. Ah. Voilà. En 2009. En 2013. En 2013. Ah oui, en 2013. D'accord. Venise pendant plus d'un mois, j'allais de temps en temps voir mon expo. J'étais dans la vidéo. La vidéo était faite avec. Elle durait la séquence. On avait pris la séquence de Karajan. J'avais fait choisir ça par des amis musiciens. Un enregistrement de Karajan. J'avais un public complètement européen. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir le public et de voir que ça marche, quoi. Après, la qualité de mon travail, j'en sais rien. C'est un peu universel quelque part. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Bien sûr. Oui, on vit tous la même histoire. Vous parliez de Nietzsche tout à l'heure, et sa célèbre formule qui devient ce que tu es. Voilà, ça pourrait être la vôtre aussi. C'est d'abord un poète, quelqu'un qui jouait de la musique, hein. Même dans la période où pratiquement il ne parle plus. Les 10 dernières années, il joue encore du piano. Il a composé une œuvre qui a été enregistrée d'ailleurs par l'université de Rennes. Ils ont enregistré les œuvres de Nietzsche. Et pour moi, c'est d'abord son sens poétique. Sa vision du monde, elle est poétique. La mort d'une idée d'une transcendance. Mais il croit, lui, à une élévation ici et maintenant. Il ne croit qu'au présent. Il dit dans le chant de minuit, le chant d'ivresse, donc c'est Dionysos. Hein. Il dit la souffrance, dit passe et finit. C'est-à-dire, il dit vous aurez la souffrance. Elle fait partie de la vie. C'est ça, oui. Et la joie, c'est de la surmonter. Ça ne sera pas de l'effacer, ça sera de la surmonter. Et vous la surmonterez, bah oui, si par exemple je fais le choix de vendre ma pharmacie pendant les 10 premières années, même si j'ai une réussite artistique, je suis inquiet. Donc c'est une souffrance. Mais qu'est-ce qui m'amène à la surmonter? C'est que j'ai une ambition personnelle, et je fais des choses qui me plaisent. C'est ça ce qu'il faut dire aux jeunes. Choisis ce qui te plaît et essaie de gagner ta vie avec. Et on approche la fin de l'entretien et je voulais savoir un mot qui vous est cher, qui vous inspire quelque part. Un mot. C'est difficile. Mais... Moi, le mot que je préférerais, c'est le courage. Ah, c'est un beau mot, ça. Ouais. Ouais, parce que en fait, pour faire des choses, faut y aller, quoi. Et c'est le plus beau de... L'intelligence, ça compte pas tellement. Si vous travaillez beaucoup, vous y arrivez. Ouais.
Le courage. C'est Picasso qui disait, je trouve, mais il travaillait comme un fou, hein, on a vu. Je pense que c'est le courage. Et c'est le courage aussi pour les gens qui ont des difficultés dans la vie. Il faut être courageux. Et puis, malgré tout, le courage d'aimer cette aventure qui nous a été donnée, qu'on n'a pas choisie, qui est assez brève, au fond, dans l'histoire. Mais le monde est quand même, il y a une beauté quand même. Bien sûr, heureusement. Ouais. Et un verbe? Quel verbe? Le verbe aimer, quoi. Ouais. Le courage d'aimer, alors, on va dire. Oui, aimer, moi j'aime ce que je fais. J'aime les peintres qui sont morts et j'aime la musique, j'aime les gens que je fréquente. Parce que je crois qu'on est dans cette aventure d'aller loin pour soi-même et de pouvoir aimer les autres et d'accepter leur diversité. La tolérance, quoi, quelque part. Mais c'est là la création, c'est d'aimer les choses Tout à fait, les choses nouvelles. C'est quoi pour vous un monde plus humain? C'est ce monde qui a à construire, oui, c'est sûr. On a oublié de parler de votre livre, justement. C'est un livre qu'on peut trouver. Il est sorti en décembre 2019. D'accord. Ça s'appelle Du réel au mystère. Alors, on a longtemps cherché le titre. Oui, parce que je suis entre ces deux mondes. C'est-à-dire, je pense que le réel m'amène à une vision incertaine des choses. Et je pense que c'est sans doute la trace de la création. C'est ce que je disais. Si tout est codé, il n'y a pas de création possible. La vie, elle est faite dans l'incertitude. D'ailleurs, je cite cette phrase de Nietzsche, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou.